Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau Louis Robert. S'il y a quelqu'un au Québec qui n'y a presque plus de présentation à faire, c'est Louis Robert, parce que je pense que depuis le mois de janvier, le nom qui est peut-être revenu le plus dans les médias généralistes doit être Louis Robert et glyphosate. Alors Louis Robert, vous avez été pendant 32 ans agronome au MAPAC. On sait que vous avez été connu médiatiquement comme identifié par Radio-Canada un peu comme lanceur d'alerte, une quasi-vedette à Radio-Canada aujourd'hui, en fait, pour avoir dénoncé des pratiques au MAPAC. Et de fil en aiguille, dans les semaines qui ont suivi votre congédiement, vous êtes entré aussi en campagne pour la présidence à l'Ordre des agronomes. Donc on est ici aujourd'hui pour se parler notamment de votre programme à l'Ordre des agronomes, mais aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui en agriculture, en fait. Premièrement, je sais qu'il y a des choses qui vont se retrouver devant les tribunaux par rapport au MAPAC, donc j'imagine que vous ne pouvez pas être très, très bavard. Il reste que vous avez été licencié par le MAPAC. Est-ce que dans votre départ, êtes-vous capable de nous dire une chose qui est venue jeudi dernier, en fait, à l'Assemblée nationale, où les oppositions ont attaqué M. Lamontagne pour savoir ce qu'il vous avait réellement rencontré de visu avant que vous ne partiez du MAPAC. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Pouvez-vous dire je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu? Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Non, malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur ces éléments-là. Vraiment, je ne peux pas prendre aucun risque, je ne peux pas commenter sur aucun élément relié à mon congédiement, malheureusement. Donc on ne saura presque jamais si finalement vous avez rencontré juste le sous-ministre ou rencontré le ministre? Ah ben, c'est sûr qu'éventuellement, tout peut se savoir. Là, je ne peux pas prédire. J'imagine que cette interdiction-là, ou pas interdiction, je devrais dire, cette position-là que je dois maintenir ne sera pas éternelle. Là. À un moment donné, des choses vont débloquer, puis les procédures vont suivre leur cours, puis vont arriver à leur but ultime. Là. Parce que de son côté, le ministre Lamontagne, qui était aussi interrogé par les oppositions, s'est fait poser plusieurs fois la question, à savoir, avez-vous licencié vous-même, monsieur le Robert? L'avez-vous rencontré? Et la réponse est toujours un petit peu la même cassette, c'est finalement, il y a une enquête de la protection des citoyens. Donc en fait, on ne sait jamais ni d'un bord ni de l'autre, à savoir si les deux personnages qui sont en cause se sont rencontrés, en fait. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais disposé à... selon les conditions qu'il m'aura offertes, j'étais disposé à aller témoigner à la commission. Et à savoir si, comme je vous dis, c'est momentané, cette attitude-là de respect des procédures. Moi, je pense que c'est temporaire, autrement dit. À un moment donné, les choses vont se savoir, là, c'est sûr. Un jour, vous aurez le droit de parler. Oui, un jour, de part et d'autre, je pense bien, là, oui. Votre départ, pour conclure sur le MAPAC, là, vous avez quitté le MAPAC, vous engagez dans une procédure pour être président de l'Ordre des agronomes, c'est votre nouvelle bataille. Par contre, êtes-vous complètement libéré du MAPAC, dans le sens où vous êtes à la retraite du MAPAC, vous touchez votre pension du MAPAC? Présentement, non, parce que les procédures sont en cours. Mon statut, on pourrait résumer ça en disant qu'il est en suspens, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête au protecteur du citoyen, mais il y a aussi délibéré des 3 griefs qui ont été rendus publics d'ailleurs. Là. Et il y a ça aussi. Advenant, si j'ai raison, si on me donne, j'ai gain de cause dans les griefs, notamment celui sur le congédiement, bien, je vais tomber dans ce qu'ils appellent un prêt de service. C'est-à-dire que dans la Convention collective des professionnels du gouvernement du Québec, SPGQ, MAPAC, bien, il y a des dispositions qui permettent à l'employeur de prêter des professionnels à un autre ministère. Pour occuper des fonctions électives qu'on appelle, c'est-à-dire soit député ou maire ou président d'un ordre professionnel. Mais risquez-vous, selon comment va se terminer toute cette histoire, risquez-vous de perdre même jusqu'à pas votre fonds de pension quand même, ils ne peuvent pas vous faire perdre votre fonds de pension du MAPAC, là?
Vous allez un jour être retraité du Oui, MAPAC? oui, oui. D'ailleurs, selon mes plans, il me restait que, j'avais pas forcément, je courais pas après ça, mais j'entrevoyais travailler encore 3 ou 4 années encore. Donc, j'étais pas tellement loin de la retraite. Mais cela étant dit, j'avais pas encore pris de décision quant à la retraite, puis j'ai toujours autant de plaisir à exercer ma fonction d'agronome, ma profession d'agronome. Alors justement, votre fonction d'agronome, qui semble une des passions de votre vie, là, vous venez d'apprendre, comme tous, que Christian Verbeek, qui avait été réélu président des PGQ, s'est retiré ou a été retiré, c'est pas très clair, de la présidence du CERAM. Ça, est-ce que ça vous fait plaisir de se dire, au final, toutes mes démarches que j'ai faites, ça a quand même abouti sur quelque chose de concret? Je vous dirais qu'à partir de... Si on regarde la situation actuelle, en 2019, je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait une démarche de renouvellement du personnel de la composition du conseil d'administration. Ce n'est pas tant les individus ou les personnes, en fait, c'est la structure et la composition. Et ce qui est annoncé ces dernières semaines par le ministre, c'était une intention, j'ai cru comprendre, que l'intention était de revoir la composition, d'ailleurs pas seulement du CERAM, mais de beaucoup d'organismes qui relèvent du ministre. Est-ce que pour vous, le départ du président, de Christian Verbeek, du président du CERAM, c'est suffisant ou il aurait fallu remanier beaucoup plus que ça le conseil d'administration? Bien, je souhaite encore que le ministre ou les instances décisionnelles, disons ça comme ça, aillent jusqu'au bout des intentions manifestées, exprimées. C'est-à-dire que quant à moi, c'est pas de remplacer un individu par un autre qui va régler le problème. C'est de revoir la composition. Comme ça a été très bien détaillé dans une allocution du ministre, je crois bien, là, ou un communiqué, qui disait exactement ça. C'est l'indépendance, non pas seulement du président, mais de l'ensemble du conseil d'administration. Mais est-ce que c'est un désengagement du MAPAC au fil des années qui a créé cette dynamique que vous avez mis de l'avant? Il y a certainement ça. Il y a, oui, un désengagement. Il y a aussi que je pense qu'il faut voir à l'intérêt public, que ce soit le gouvernement ou d'autres instances, l'Ordre des agronomes ou le CRAAC. On a beaucoup d'instances au Québec qui ont comme responsabilité de veiller à l'intérêt public. Et donc, je vois que peut-être qu'il y a eu des lacunes de ce côté-là. Et je pense que c'est important que ce soit corrigé dans l'avenir. Non seulement en recherche, mais en transfert technologique et en service conseil aussi. Il faut que les 3 maillons de la chaîne de transfert d'information, qui est financée par les fonds publics, soient réellement indépendants. J'ai vu dans votre programme que vous avez présenté, notamment dans une vidéo qui a circulé sur YouTube, vous parlez de la défense de l'intérêt public, justement, de restaurer la confiance des citoyens et des agronomes envers l'Ordre des agronomes. Quel est exactement, je dirais, les grands principes pour vous de votre présidence? Si vous allez à la présidence des Ordres des agronomes, vous êtes élu, qu'est-ce qui change demain matin? Bien, c'est à 2 niveaux. Premièrement, l'image, au niveau de la perception de l'image des agronomes, je pense qu'il faut occuper la place dans la sphère publique qui revient aux agronomes, dans le débat public. Il faut donc être présent et il faut démontrer une approche engagée, déterminée aussi, sur la place publique, dans les débats de société qui touchent l'agriculture. Parce que ça concerne évidemment tous les citoyens, mais au premier chef, les agronomes au Québec. Donc, dans un premier temps, l'image, la présence, restaurer la confiance du public et, à un deuxième niveau, qui suit pas tellement longtemps après, à très court terme aussi, poser les gestes qui s'imposent. Et un des gestes importants que j'entends faire, c'est de faire en sorte, en parfaite cohérence avec les décisions du conseil d'administration, les discussions et les décisions du conseil d'administration de l'Ordre des agronomes, faire en sorte que ce ne soit plus possible pour un agronome qui soit à l'emploi, qui soit rémunéré d'une façon ou d'une autre par une compagnie, une société qui est impliquée dans la distribution ou la vente d'intrants
de fournir le service conseil aux entreprises agricoles. Parce qu'en fait, on sent que la différence peut-être entre vous et le fonctionnement actuel des ordres des agronomes, c'est cette tolérance aujourd'hui qu'un agronome, en fait, parce qu'il est protégé, il est encadré, on va dire, par un code déontologique. Actuellement, on semble accepter que, puisqu'il est, il est encadré par ce code déontologique, il peut conseiller et vendre, être la même personne. Vous dites que si vous arrivez à l'ordre demain matin, la même personne ne pourra pas à la fois conseiller un producteur et lui vendre des produits, c'est ça? Exact. Mais normalement, ce n'est pas la déontologie de l'ordre des agronomes qui fait en sorte qu'on est sûr que quand on parle d'un agronome, il pense plus à sa déontologie qu'à sa poche? Oui, mais il arrive des cas, et dans le cas de l'agronomie, ces cas-là sont assez nombreux, où on interprète de façon trop large, je dirais, pas dans le sens péjoratif, mais plus libre, le code de déontologie. Parce que dans les faits, la lettre et l'esprit du code de déontologie interdit à un agronome d'agir à la fois pour le vendeur et l'acheteur d'un produit au cours d'un même mandat. Ça, c'est clair. Il y a des avocats qui se sont prononcés là-dessus et c'est pas permis. L'attitude de l'ordre, jusqu'à maintenant, a été de n'agir que d'attendre des plaintes de clients et de responsabiliser l'agronome. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que chaque agronome individuel soit conscient de son code de déontologie. Mais oui, quand il y a une infraction, quand il y a un dépassement, quand il y a un non-respect du code de déontologie d'un ou de plusieurs agronomes, bien là, il faut que l'ordre intervienne à un moment donné. Alors que dans le passé, il n'y a même pas eu un signal, pas d'avertissement, rien. Alors les agronomes, peu importe leur statut d'emploi, se sentaient libres de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Ce qui vous différencie entre vous et M. Duval, qui est président actuellement de l'Ordre des agronomes, de ce qu'on a pu comprendre avec les échanges qu'on a eus avec Michel Duval et M. Thériault aussi, vice-président actuel, eux prétendent que le Québec serait plus avancé que la France. J'ai cru comprendre que de votre côté, vous mettiez en avant l'Association des ingénieurs agronomes en France, qui dissocie justement ce côté vente et conseil. Mais quand on écoute le discours de l'Ordre des agronomes actuel, on nous dit justement la déontologie, ça vaut pour tout le monde, qu'on vende ou qu'on ne vende pas. Est-ce que la déontologie de l'ordre est plus élevée, selon vous, est supérieure? Non, mais c'est ça, c'est que si la déontologie s'applique à tous les agronomes, il faut qu'elle soit appliquée à tous les agronomes. Et ça peut arriver qu'il y a certains... Est-ce qu'on ramène tous les agronomes au MAPAC, en fait? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir, là, peut-être les gens qui ne sont pas dans le milieu ne sont pas au courant, mais présentement, il y a un groupe d'agronomes à l'emploi des clubs conseils en agroenvironnement, par exemple. Là, ils ne sont pas les seuls, mais eux fournissent ces services-là. Ils ne vendent pas de produits, là, eux. Ils n'ont ils n'ont pas de rémunération occulte? Non. Et ça pourrait arriver. À ce moment-là, il faudrait intervenir, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Ce qui arrive, c'est que c'est systémique, c'est-à-dire que l'ordre laisse faire ces situations-là où c'est flagrant, là, où que les agronomes à l'emploi des compagnies d'engrais, par exemple, vont faire des plans de fertilisation et des recommandations de fertilisation. Ça, pour moi, l'ordre aurait dû intervenir depuis longtemps. Mais il n'y a pas juste les clubs conseils, il y a aussi même tout le secteur de la consultation privée. Ça serait développé beaucoup plus si on avait départagé les rôles et on avait séparé les deux fonctions. Et à ce moment-là, la valeur du service conseil indépendant aurait gagné en valeur et justement, les bureaux de consultants privés en agronomie auraient pu se développer davantage, selon moi. Remarquez aussi, il faut savoir que là, on parle d'actualité pour les pesticides, mais ça fait 20 ans, certainement plus que 20 ans, qui s'est débattu. Moi-même, j'ai déposé une résolution au Congrès, à l'Assemblée générale annuelle de l'Ordre des agronomes à Sherbrooke en 2004. J'avais déposé une résolution qui disait exactement ça, dans le cas des plans de fertilisation. Et à l'époque, le président d'Assemblée avait évité un peu le débat, ce qui avait été très dommage parce que les gens dans la salle voulaient discuter. Il a délégué cette question-là à un comité d'experts pour délibérer là-dessus puis revenir avec des recommandations. Il n'est jamais rien ressorti de ça. Et aujourd'hui, pour les pesticides, c'est exactement la même chose que l'ordre fait. Il répète le même comportement, la même attitude attentiste qu'il y avait. Comment vous interprétez le fait que, on va appeler ça l'affaire Louis Robert, éclate comme ça
en 2019, alors que vous êtes connu comme étant un expert dans la gestion des sols, ça tout le monde le dit, vous avez un discours très solide sur la gestion des sols, vous êtes connu comme étant un personnage un peu en contre-pied de plusieurs compagnies. On sait que vous avez été... En fait, on a du mal à croire que c'est l'arrivée du gouvernement caquiste qui fait que tout d'un coup, paf, Louis Robert explose. On dirait que c'est quand même plus profond que ça. Ben, c'est sûr que l'histoire du congédiement a soulevé des réactions, là, disons ça comme ça. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'elle éclabousse juste les caquistes, selon vous? Non. Non, c'est le système qui est comme ça et ce n'est pas une allégeance politique en particulier. Non, c'est plus ancré, en fait. Oui. Et c'est même, je dirais, c'est presque indépendant, c'est presque sans rapport avec l'allégeance politique ou le parti au pouvoir. Mais c'est d'autant plus, quand vous dites ça, c'est d'autant plus perturbant et fou de penser qu'un ministre nouvellement arrivé, qui en plus vient d'avoir un discours la semaine d'avant très très en faveur de l'esprit de l'Union paysanne et de la gestion des sols, se retrouve empêtré dans l'affaire Louis Robert. Oui, mais ça, j'allais dire, je ne peux pas m'en préoccuper tant que ça parce que ce n'est pas ma priorité. J'ai aucun contrôle là-dessus, d'ailleurs. Puis c'est des éléments qui appartiennent aux politiciens. Là. Moi, sur la présidence de l'Ordre des agronomes, en réécoutant ce que nous ont déclaré Michel Duval, Pascal Thériault, qui sont actuellement en poste, je pense que Michel Duval a déclaré qu'il doutait un peu de votre possibilité, que Pascal Thériault disait qu'il y avait peut-être des conflits, même dans votre... En fait, les conflits, est-ce qu'ils viendraient du fait que demain matin, vous êtes président de l'Ordre des agronomes. Là, mettons que vous êtes élu le 9 mai. Oui. Vous êtes quand même en conflit avec le MAPAC, vous poursuivez le ministre de l'Agriculture, vous poursuivez le PM. Est-ce que ça vous met dans une situation problématique ou vous réglez ça facilement? Moi, je vois aucun problème là-dessus, mais peut-être que des gens peuvent voir ça. Peut-être qu'il y a des craintes aussi qui sont exagérées. Il y a peut-être aussi un raisonnement qui est poussé à des fins de gagner des soutiens. Là, parce que moi, vraiment, sincèrement, politiquement, je veux dire, j'ai aucun esprit de vengeance là-dedans. Là. Je n'agis pas par vengeance ou par retour de coups bas ou peu importe. C'est complètement indépendant. Moi, vraiment pas. C'est arrivé comme ça. D'ailleurs, je voudrais juste rajouter un point sur la question de tantôt, là, puis je vais revenir à votre question, à savoir, moi je n'ai absolument rien contre les agronomes du privé en passant. Je ne suis pas en guerre contre eux. J'ai jamais voulu... Moi, j'ai toujours dit, même en 2004, où on peut ressortir le texte de la résolution, j'avais dans les considérants que ça n'a rien à voir avec la compétence, ni l'intégrité, ni l'honnêteté des agronomes à l'emploi des compagnies. C'est pas ça du tout que je dis, c'est juste qu'il faut faire appliquer le code de déontologie. Moi, j'arrive au printemps, on arrive au printemps 2019 et bon, j'ai été congédié du MAPAC et la défense de l'intérêt public me tient à cœur, même si, comme vous l'avez bien dit, durant toute ma carrière, moi, j'étais passionné, puis préoccupé, puis engagé dans des aspects techniques et agronomiques de la production de grandes cultures. Les sols, la fertilisation, les rotations de culture, toutes ces techniques-là, vulgariser ça, puis amener ça, intégrer ça dans les pratiques des producteurs agricoles. C'est ça Et donc, après ma barre, je n'étais pas un candidat j'avais pas beaucoup d'ambition de représenter l'Ordre des agronomes ou des ambitions politiques et puis des défenses sur la place publique. Sauf que les circonstances... C'est votre congédiement qui vous a amené à cette réflexion? C'est le congédiement. Bien, c'est sûr que peut-être, je ne sais même pas, ça se peut que même s'il n'y avait pas eu de congédiement, je me serais peut-être porté à candidat pour la présidence parce que je trouve que l'enjeu qui me perturbe depuis des décennies, je vois une possibilité de contribuer à dénouer cette impasse-là. C'est ça qui m'a convaincu. C'est que présentement, le contexte est là, les enjeux sortent sur la place publique, il y a énormément de débats, et moi, je trouve ça parfaitement correct. Je souhaite qu'il y ait des débats à l'intérieur de l'Ordre des agronomes, entre les agronomes. Dans le passé, on a eu trop souvent
peur de ça, on a craint ces débats-là. Moi, je souhaite qu'il y en ait. Et là, on arrive en 2019. Un peu grâce au tollé puis aux réactions du public, bien, il y a des débats à l'intérieur de l'Ordre des agronomes. Et je sens qu'une bonne fois pour toutes, on serait capable de dénouer cette impasse-là, qui dure depuis très longtemps et qui endommage beaucoup d'aspects reliés à notre efficacité comme agronome. Et pas juste pour les agronomes du MAPAC, évidemment. En fait, pratiquement pas pour les agronomes du MAPAC. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'au Québec, on dit les citoyens s'intéressent, et effectivement c'est sur la place publique. Radio-Canada en a fait beaucoup l'étalage, en fait, donc effectivement c'est rendu très présent dans la place publique. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que l'agriculture au Québec, c'est comme un monde fermé? Il y a un peu le MAPAC qui s'est un peu désengagé, il y a l'UPA qui a pris énormément de contrôle, puis finalement tout fonctionne, on ne sait pas trop comment, mais tout fonctionne. C'est un peu ça l'histoire de l'agriculture. Oui, je suis assez d'accord avec ça, en effet. C'est un milieu qui était plutôt traditionnel, puis là je parle du milieu agricole en général, mais spécifiquement du milieu agronomique, là, traditionnel, où on ne débattait pas trop, on préférait d'habitude le statu quo et on ne réagissait que s'il y avait des réactions du public ou des réactions du ministère de l'Environnement. Parce que l'autre chose qui saute aux yeux quand on regarde l'histoire un peu récente des 30 dernières années de l'agronomie au Québec, l'Ordre est intervenu souvent en réaction à des réglementations du ministère de l'Environnement. Et moi, je sais très bien, comme ceux des agronomes d'expérience au Québec, surtout ceux dans la fonction publique, vous direz la même chose que moi, c'est que le ministère de l'Environnement intervient quand il y a des abus, des excès. À l'époque, c'était le phosphore dans l'eau. Là, maintenant, c'est les pesticides dans la chaîne d'alimentation, par exemple, dans les produits un peu partout. Puis là, l'Ordre réagit en encadrant les actes agronomiques en réaction à une réglementation. Dans le monde que moi, je souhaiterais, qui serait même pas, on ne parle même pas de monde idéal, mais un monde qui fonctionnerait, l'Ordre des agronomes serait au-devant de ça. Parce que c'est écrit dans le ciel qu'il était pour arriver des... Et c'est pas fini, là. Si on continue d'avoir une attitude très passive, attentiste, face aux enjeux de la production agricole, on va se faire contrôler de plus en plus par des règlements parce qu'on ne réussit pas, par la simple force du conseil agronomique, à influencer les pratiques. Puis une des raisons, je ne dis pas la seule raison, mais une des raisons pourquoi on est inefficace là-dessus, c'est la question des situations de conflit d'intérêts. Vous savez, je veux juste terminer avec ça, la stratégie phytosanitaire, là, le gouvernement a manifesté son intention de réduire l'utilisation des pesticides il y a 27 ans, en 92. Moi, j'ai connu 4 différentes moutures, 2 officielles, puis 2 entre-temps, là, de la stratégie phytosanitaire, sans donner des résultats vraiment concluants. Alors, je pense qu'il faut agir. Mais là, vous disiez tout à l'heure, ne pas être en conflit forcément avec les agronomes du privé ou pas être en conflit avec les compagnies privées en soi. Je ne sais pas si elles vous soutiennent dans votre candidature à la présidence. Nous, on a eu un document qui a circulé par un agronome du privé. Puis, les éléments que je voyais, c'est on disait, M. Robert dit que les quantités d'engrais à épandre qui sont recommandées par le Québec sont 3 fois plus élevées qu'en Ontario et jusqu'à 6 fois plus élevées que dans les États américains. Ça, c'était une prétention que vous aviez. Le fameux agronome du privé dit non, pas du tout. La situation semble très différente quand on consulte les guides de fertilisation du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Selon ces guides de recommandation, l'Ontario et les États-Unis recommanderaient généralement plus d'engrais qu'au Québec. Puis là, ils nous sortent des tableaux. Alors après, c'est une bataille de chiffres et une bataille de tableaux, mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas quand même un petit peu en conflit avec les agronomes du privé qui, eux, disent non, finalement, Louis Robert, ce qu'il dit, il exagère parce qu'au Québec, on n'exagère pas tant que ça, que ce soit dans l'engrais ou même dans le phosphore? Oui. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, je ne suis vraiment pas du tout étonné. Je suis étonné que ça vienne si tardivement, la réplique. Première des choses. Deuxième des choses aussi, c'est que dans cet article, il réfère à une étude que j'ai moi-même faite à l'intérieur, il y a quelques années, où il n'était pas question d'application, mais de recommandation. Recommandation. Si on prend un sol, et c'est l'exercice que j'avais fait, j'avais pris un sol typique de Chaudière-Appalaches qui dose 110 kg de phosphore et j'avais utilisé les grilles de recommandation de l'Ontario et de 10 États du nord-est de l'Amérique du Nord, des États-Unis. 10 États, New York, Vermont, etc. Et d'ailleurs, l'exercice est parfaitement à la portée de n'importe qui, parce que toutes ces grilles-là sont publiques. Je vous rappelle, on ne parle pas d'application, mais de recommandation.
Pour ce sol-là, si je veux cultiver du maïs, j'ai un résultat d'analyse de sol qui dit 110 kg de phosphore. Ici, au Québec, on recommande pour ce sol-là 60 kg de P2O5 à l'hectare. En Ontario, le même sol, encore aujourd'hui en 2019, mais c'était le cas en 1979. C'est pas des blagues, là. En Ontario, ils n'ont jamais bougé la recommandation. C'est facile à vérifier. La recommandation est de 20 kg de phosphate, de P2O5 par hectare. Donc, 60-20. La recommandation pour un sol typique de Chaudière-Appalaches, et qui se retrouve un peu partout au Québec aussi en passant, était, et toujours en 2019, 3 fois plus élevée, 60 versus 20 versus l'Ontario. Et dans l'État de New York, Pennsylvanie, c'est 0. Illinois, 0. Il n'y a que le Minnesota qui est à 21 pour ce sol-là. Ça, c'est une étude que j'avais faite et j'avais présenté ça en passant à beaucoup d'intervenants, des scientifiques, incluant les chercheurs, incluant les représentants d'engrais qui siégeaient au comité. Puis vous en revenez donc à la conclusion que si au Québec, il y aurait cette recommandation, en fait, c'est que le privé a pris le contrôle de nos centres de recherche? On conclut là-dessus? Oui, bien, c'est-à-dire que, OK, là, donc, on a ça d'établi. Je vais poursuivre un peu. Et si on prend toutes les classes de richesse du sol, pour le maïs, mettons, phosphore, recommandation de phosphore pour le maïs, pour toutes les classes de richesse, on voit que la différence entre le Québec et l'Ontario de d'autres endroits est encore vraie dans les sols très riches. Et ça, il y a beaucoup de sols au Québec qui sont là. Je ne dis pas qu'ils sont tous là. Elle est beaucoup moins grande dans les sols excessivement pauvres. Mais un dans l'autre, moi, j'ai calculé avec les relevés, les statistiques de richesse du sol en phosphore au Québec, que ça représente environ 40 kg de P2O5 d'extra. Autrement dit, si on appliquait pour tout le maïs du Québec, les recommandations de l'Ontario, on réduirait de 40 kg de P2O5 par hectare fois 350 000 hectares. Ça représente au minimum 10 000 tonnes de phosphate en moins recommandées sur nos terres. Quand on sait que les applications, en général, pas tout le temps, mais en général, sont toujours un peu plus hautes que les recommandations, bien, je suis à peu près certain de mon coût de ce côté-là. Là, pour savoir pourquoi, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la présence des compagnies sur les comités et cette différence-là, dans un autre tableau que j'avais montré aussi, j'avais sorti toute l'historique des recommandations Québec, Ontario, Iowa depuis 1974, dans le temps. Et il y a une période, de 1995 à 2001, où les compagnies d'engrais au Québec ont claqué la porte des comités, ils sont sortis. Ont claqué la porte, c'est-à-dire, c'est pas moi, c'est pas le MAPAC qui les a sortis, ils se sont volontairement retirés. Pendant cette période-là de 6 ans, les recommandations d'engrais au Québec ont baissé. Le guide du CPVQ à l'époque se rapprochait beaucoup des recommandations de l'Ontario. En 2001, les compagnies ont réintégré les comités. Les recommandations ont remonté. Les guides 2001 ont remonté au niveau qui était avant. Alors là, on peut... Là, je ne veux pas... Oui. On peut pas extrapoler, on peut parler de corrélation sans causalité, mais quand ça se recoupe comme ça dans le temps, puis moi, j'avais fait le survol des États-Unis, puis Mme Kettering, qui était professeure à l'Université Cornell, c'est un détail, une anecdote, là, m'avait dit, tu peux continuer à faire le tour des 50 États, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un seul État qui permette la présence des compagnies d'engrais sur les comités. Donc, on est à peu près les seuls en Amérique du Nord. En Ontario, il y avait un observateur, puis selon le responsable de OMAFRA, du ministère de l'Agriculture de l'Ontario, il m'avait dit, on les invite, les compagnies, parce qu'ils ont un siège, mais la plupart du temps, ils ne viennent pas. Puis, ce qui est phénoménal, c'est qu'en Ontario, comme je le disais tantôt, autant pour l'azote, le phosphore que le potassium, les recommandations en 30 ans n'ont pas bougé. Tandis qu'au Québec, selon le tiraillement des influences, ça n'a pas arrêté de bouger. Pour terminer, 2 questions plus généralistes. On a su en fait que dans certains de vos déplacements, vous avez une caméra qui faisait quelques tournages. Alors, est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui qu'il y a un reportage, un documentaire sur Louis Robert, le lanceur d'alerte, qui se prépare ou Bien, il y a des gens qui sont intéressés à faire ça, mais il n'y a rien de conclu de ce côté-là. Mais, parce qu'on sait parfois que les documentaires dans le monde agricole, on se rappelle du film Bacon, La ferme et son état récemment, ont parfois créé des dynamiques, en fait. Oui. Est-ce que c'est l'intention, en fait? Non, ça c'est clair. Ça, je peux répondre à ça, c'est pas du tout l'intention. C'est pas du tout l'intention. C'est un projet, puis encore, comme je vous le dis, il n'y a rien de conclu, ça se peut qu'il n'y ait rien de sorte de là.
Mais il y a des gens qui sont intéressés par l'histoire des sorties publiques comme ça. Mais je ne peux même pas me prononcer pour eux, là, parce que moi, j'autorise qu'ils soient là à certaines occasions, mais je n'en sais rien quant au produit final de ce qui va sortir de ça. Puis, dernière question, en tant que lanceur d'alerte, puis c'est comme ça qu'on vous définit, je ne sais pas si le terme vous plaît, mais c'est comme ça qu'on entend parler de mais... lanceur d'alerte, puis en fait, je dirais qui intervient dans la société civile pour dénoncer certaines pratiques que vous jugez condamnables. On sait que récemment, la semaine dernière, je pense, on a su que la Fondation David Suzuki avait été un peu malmenée pour l'utilisation personnelle de David Suzuki, en fait, de ses maisons, de ses voitures ou autres. Il y a eu la même histoire il y a 6 mois en France avec la Fondation Nicolas Hulot. Finalement, est-ce que ça ne nuit pas plus qu'autre chose tous ces grands personnages du monde écologique qui viennent défendre la terre, qui viennent défendre le sol, mais qui finalement, quand les journalistes enquêtent sur leurs pratiques personnelles, sont pas mal plus dommageables que la moyenne des gens? Oui, mais d'abord, parce que j'ai de la misère à m'identifier. Moi, j'ai reçu ce titre-là, si on veut. Là. On m'a collé ce titre-là, mais je ne vois pas beaucoup d'avenir personnellement dans les lanceurs d'alerte. Je gagnerai pas ma vie comme lanceur d'alerte. C'est arrivé à cette occasion. Il y a certains lanceurs d'alerte qui ont dû s'exiler loin aussi. Ils peuvent s'exiler loin? Oui, des fois, ça arrive. Oui, mais moi, non, c'est pas mon intention. Mon intention, c'est de travailler, c'est d'agir comme président de l'Ordre des agronomes ou de travailler comme agronome, de poursuivre ma carrière et terminer ma carrière comme je l'avais il y a 1 an. Là. Mais non, vraiment pas. D'ailleurs, je peux vous dire aussi qu'on a fouillé dans mon historique pas mal aussi, là. Puis, mais je ne me cacherai pas non plus, là. Mais est-ce que l'affaire Louis Robert a été trop enflée médiatiquement, selon vous? Selon moi, non. Parce que moi, très humblement, je vais vous dire modestement, je trouve que présentement, il y a des enjeux qui sont débattus. Et si j'ai pu jouer un rôle, tant mieux là-dedans. Mais je veux pas. J'ai aucune. Je ne suis pas à la recherche de gain de popularité, là. Pas du tout. C'est des enjeux, des questions qui sont débattues, et je trouve que c'est parfaitement sain que ces questions-là soient débattues. Ça concerne le public. Ça concerne le public au premier chef, mais aussi les producteurs agricoles. Et tant mieux s'il y a un dialogue, puis il y a une conversation publique là-dessus. Moi, j'applaudis que ça se passe comme ça, mais j'ai pas... Et pour terminer, pour revenir à la question initiale, votre lecture de Fondation Suzuki ou Fondation Hulot, c'est quoi votre lecture de ces personnages qui portent un discours solide et puis, je pense, qui a beaucoup d'écho dans la société civile, mais qui n'ont pas forcément des pratiques privées en cohérence avec leur discours? Mais je dois vous dire, je dois vous avouer que je ne suis pas tellement au courant de leurs histoires personnelles. J'ai entendu parler, évidemment, de David Suzuki et de Nicolas Hulot. Ça, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas... je peux pas très me prendre. Là où j'accroche, la question m'intéresse, c'est un engouement trop démesuré par rapport à une personne. Ça, c'est sûr. Puis je ne voudrais pas que ça m'arrive à moi non plus. Là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une enflure médiatique autour de l'affaire Louis Robert, auquel tout le monde contribue d'ailleurs? Moi, je pense qu'en toute honnêteté, c'est moins enflé que d'autres scandales ou d'autres histoires qui sont arrivées un peu ailleurs. Là. Je pense qu'on est encore dans une échelle assez modeste et éventuellement, mon nom va tranquillement... en tout cas, il ne sera pas mentionné dans le même contexte qu'il l'a été ces derniers mois. Là. Si mon nom est mentionné à nouveau, ça ne sera pas associé au fait d'avoir lancé une alerte. Là. Je pense de moins en moins. C'est plus, évidemment, si je deviens président de l'Ordre des agronomes, pour intervenir sur la place publique, pour vulgariser. D'ailleurs, je trouve ça plaisant que ça arrive, parce que c'est de plus en plus ce que je fais. C'est-à-dire que je participe à des activités médiatiques qui permettent de vulgariser ce qui se passe dans le secteur des grandes cultures, dans le secteur de l'agriculture. Et ça, c'est merveilleux. Mais encore là, je ne cherche pas du tout la popularité. Je vois que si je peux contribuer à amener ça, des enjeux agricoles discutés dans la sphère publique, bien, tant mieux.
Écoutez, Monsieur Robert, on vous remercie d'être passé à LVA TV. Merci. On se reparle après le 9 mai. Alors, si vous soyez président ou non président, on sera très heureux de vous rencontrer à nouveau au mois de mai. Merci beaucoup. Merci.